l'industrie manufacturière en Europe, c'est 20% du PNB, c'est un emploi privé sur 4. Mais ces chiffres sont déjà réducteurs en eux-mêmes, à savoir qu'on a assisté au cours des dernières décennies à de l'outsourcing, c'est-à-dire des activités qui étaient considérées comme industrielles et qui statistiquement maintenant sont considérées comme des services. Et de toute façon, les services eux-mêmes sont très souvent dépendants de l'industrie. Donc on considère qu'il y a à peu près 25%, en plus des 20% des emplois qui dépendent de l'industrie. Et l'industrie, c'est aussi 3/4 des exportations communautaires. Donc on n'est pas dans une société post-industrielle, contrairement à ce que certains ont pu affirmer il y a encore quelques années. C'est aussi clairement le moteur de création de richesse. À titre d'exemple, la productivité du travail dans l'industrie a augmenté en Europe de 46% de 1995 à 2007. Donc on est vraiment en pointe. Et 80% de la recherche et développement du secteur privé est réalisé dans le secteur industriel. Donc, et là, ce sont des chiffres européens. Alors évidemment, la crise nous a affectés. On a connu des secteurs qui ont connu des baisses de production de l'ordre de 30%. Les choses repartent, mais il faut encore être... On observe les choses d'assez près. Ceci étant, il y a des secteurs qui sont déjà repartis en Europe. L'industrie chimique a eu un excédent commercial européenne de plus de 100 milliards d'euros en 2010 déjà. Donc, essentiellement tiré d'ailleurs par les marchés asiatiques. C'est une petite réflexion également sur l'ouverture des marchés et les bienfaits qu'on peut en tirer. Alors deux leçons, la première peut-être de la crise, deux leçons schématiques. Ça a souligné l'importance d'une chaîne de valeur industrielle qui soit forte, compétitive et diversifiée. C'est-à-dire que la mono-industrie est toujours très dangereuse, qu'elle soit d'ailleurs industrielle ou qu'elle soit financière. La deuxième leçon est que nous devons développer nos stratégies dans un environnement mondial, économique mondial, largement modifié. C'est-à-dire qu'on a parlé longtemps de la montée en puissance des pays émergents, ils sont quand même assez émergés. La notion même de pays émergents est sans doute dépassée pour certains d'entre eux. Et ceci également dans les produits à forte valeur ajoutée. Donc ce n'est pas seulement une concurrence travail. D'où l'importance du rôle de la technologie et des compétences. Et là, peut-être, on peut avoir des compétences dans l'industrie et ne pas voir les compétences systématiquement partir dans le secteur financier, par exemple. Et renforcer l'attractivité de l'industrie, mais j'y reviendrai. Et puis, la concurrence croissante sur l'énergie et les matières premières. C'est aussi un phénomène qui est relativement récent et dont on ne peut pas imaginer au-delà des phénomènes spéculatifs qui ont été mentionnés. Il y a une tendance lourde d'une demande croissante. Et enfin, je voudrais mentionner les liens resserrés des chaînes de valeur au niveau international. Et ça, c'est peut-être quelque chose. Les différences entre secteurs, d'une part, et les différences entre la secteur national, c'est une notion largement théorique aujourd'hui. On a vu que, par exemple, les difficultés qui ont surgi au Japon suite à la catastrophe de tsunami, le tremblement de terre et Fukushima, peuvent poser des problèmes d'approvisionnement à l'extérieur du Japon. Donc nous sommes totalement interreliés. Ceci particulièrement dans une Union européenne qui est encore la première puissance commerciale au monde. Alors à partir de là, notre approche industrielle et de politique industrielle s'oriente autour de 4 grands axes. Et c'est peut-être dans ce cadre-là et comme source d'inspiration sur les mesures qu'on pourrait également refléter au niveau national, tant il est vrai que la politique industrielle est une compétence communautaire, mais qui n'est pas une compétence où nous avons tous les instruments pour jouer. Donc elle a besoin d'être déclinée au niveau national, voire sous-national. Première priorité, les conditions cadres. Et dans ce cadre-là, nous avons évidemment le marché intérieur qui pour nous est un instrument essentiel. On a quand même encore une grosse partie de notre commerce et du commerce extérieur français, par exemple, qui se passe au niveau du marché intérieur de l'Union européenne. Et le marché intérieur des services est clairement insuffisamment développé. Le deuxième volet, c'est l'environnement réglementaire. Et j'aurai l'occasion d'y revenir pour ce qui concerne la France. Pour ce qui nous concerne, nous avons décidé de soumettre toute initiative législative nouvelle à un test de compétitivité. Donc au niveau européen, évidemment, puisque c'est notre compétence. Mais je parlais de sources d'inspiration, c'est peut-être quelque chose qui serait... Nous voulons également procéder à des bilans de qualité de la législation existante
C'est-à-dire de prendre une législation qui s'applique à un secteur et de voir dans quelle mesure celle-ci soutient ou handicape la compétitivité ou doit être adaptée. Alors, tout ceci en tenant en compte le fait que les secteurs ne sont pas cloisonnés. Par exemple, quand on a des mesures de réglementation financière, il faut voir quel impact ça peut avoir sur l'accès au financement des entreprises. Quand on négocie des accords avec les pays tiers, des accords commerciaux avec les pays tiers, nous allons procéder systématiquement à une analyse des avantages et des inconvénients, donc une analyse coût-bénéfice de cet accord pour l'industrie européenne. Troisième volet des conditions cadres, qui n'est pas réglementaire, ce sont les infrastructures. Donc infrastructures de transport, infrastructures énergétiques, infrastructures de communication, où la France d'ailleurs est assez bien placée et que nous voulons nous renforcer au niveau européen. Et quatrième volet, je l'ai déjà mentionné en passant, l'accès au financement, et j'y reviendrai pour ce qui concerne la France. Le deuxième grand axe de travail pour nous, c'est le renforcement de l'innovation industrielle. Donc certaines initiatives ont été prises dans les différents États membres. Nous souhaitons également nous porter sur les technologies clés, comme les technologies de l'information ou les nanotechnologies. Et deuxièmement sur les structures, donc les clusters, les réseaux, et de ce point de vue-là, les initiatives du type pôle de compétences, pôle de compétitivité, tel qu'on l'a en France, entrent parfaitement dans ce type de cadre. Troisième axe d'action, l'accompagnement de la mondialisation. Nous voyons toujours chez nos partenaires commerciaux des blocages à l'accès au marché. Nous voyons beaucoup de pratiques qui ne sont pas des pratiques tarifaires, mais beaucoup de barrières non tarifaires et des pratiques déloyales. Et nous sommes clairement déterminés à nous en saisir. Les matières premières, nous avons revisité, rénové la stratégie en ce qui concerne les matières premières et clairement orienté là-dessus avec une détermination pour s'attaquer par exemple aux restrictions à l'exportation injustifiées, de type notamment les restrictions quantitatives qui sont clairement contraires aux dispositions de l'OMC. Et puis, quatrième grand axe d'action, le soutien à la transformation et l'ajustement structurel. Je mentionne simplement les questions des changements climatiques, mais c'est clairement quelque chose également sur lequel nous voulons accompagner la modernisation du tissu industriel. Alors, je le disais, tout ceci doit être fait au niveau européen, au niveau national et au niveau sous-national. De ce point de vue-là, quelle est la vision que nous avons de la compétitivité française? Ma collègue Anne a déjà eu l'occasion de mentionner la question de la compétitivité par les prix. Je dirais simplement qu'effectivement, la France avait sans doute un avantage comparatif pour ce qui concernait les prix il y a encore de ça une douzaine d'années. Cet avantage compétitif est probablement affaibli, notamment parce que les coûts ont augmenté. Il n'y a pas de décrochage par rapport à la zone euro, mais on est quand même au-dessus de la moyenne de la zone euro, même si l'Allemagne est clairement largement en dessous. Ceci étant, est-ce que notre avenir est vraiment d'engager une concurrence sur les prix avec des pays comme la Chine ou autres? C'est pas forcément quelque chose de très réaliste de s'imaginer que ce soit là qu'est notre potentiel. Donc, ce qui me paraît personnellement plus grave, c'est que la compétitivité prix et l'évolution de la compétitivité prix n'est pas compensée par une amélioration de la compétitivité française hors prix. Et là, on a plusieurs types de canaux, plusieurs types de signaux qui sont un peu inquiétants. À savoir, par exemple, les dépenses publiques en recherche et développement sont au niveau de la stratégie 2020. Ce n'est pas le cas des dépenses privées en recherche et développement. Donc, il y a certainement des questions à se poser sur les canaux pour diriger le capital privé vers l'investissement, vers la recherche. Une question a d'ailleurs été posée à ce sujet sur le problème du secteur bancaire, etc. Effectivement, on peut penser que, d'une part, la crise n'a pas aidé l'aversion au risque du secteur bancaire. Elle n'aidera probablement pas. Il y a aussi des dispositions réglementaires. Ceci étant, il y a peut-être aussi des centres de décision. Moi, j'entends souvent dire par des industriels français ou des PME françaises que les centres de décision sont très éloignés du besoin de l'entreprise. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les États membres. Le deuxième volet est effectivement de canaliser, donc de trouver la manière de canaliser le capital privé vers ce genre d'activité, de rendre l'investissement et la recherche rentables, pour dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Alors c'était un exemple, mais peut-être sur la base des grands axes d'action, je vais en donner quelques autres. L'environnement réglementaire. Là, peut-être,
Ce qui est essentiel, ce n'est pas d'avoir des actions qui soient au coup par coup et qui soient ponctuelles, c'est d'avoir une approche systématique, peut-être même moins visible, mais d'avoir une approche systématique. Quand on développe de la législation ou de la réglementation ou quand on examine le cadre existant, je crois qu'il est essentiel d'avoir une espèce de routine de vérification de l'impact de la réglementation sur la compétitivité. Le deuxième volet, le troisième volet que je voulais mentionner, c'est les compétences. Il y a un système de formation d'éducation en France qui est réputé et qui est bon. Je remarque simplement que l'attractivité de l'industrie n'est pas suffisante et que beaucoup de compétences, les industriels se plaignent du manque de compétences techniques, du manque de compétences scientifiques. Ce n'est d'ailleurs pas un phénomène unique à la France. L'industrie allemande se plaint également du manque d'ingénieurs, du manque de techniciens. M'étant occupé des matières premières, je sais que nous avons aussi une pénurie de géologues, ce qui est quand même pratique si on veut pouvoir trouver des matières premières. Donc, il y a essentiellement là un besoin de formation vers les formations scientifiques et techniques, mais aussi de renforcement probablement, et c'est probablement sous-estimé de la part des industriels, le renforcement de l'image de l'industrie. L'usine n'est pas quelque chose de sale, et ce n'est pas assez su. Dernier volet peut-être que je voulais mentionner ici, comme exemple, il était mentionné le problème des PME à l'exportation. Alors, la première chose, c'est qu'on remarque souvent, par exemple, que les PME, ce qu'on appelle les PME fortement exportatrices en Allemagne, ne sont pas forcément ce qu'on appelle des PME au sens de la définition communautaire. Ce sont des entreprises qui sont légèrement plus grandes, très souvent. Et le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas si elles ont cru, et c'est un problème statistique, d'analyse statistique qu'on ne peut pas déterminer, on ne connaissait pas la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si elles sont devenues plus grandes parce qu'elles étaient plus forcément exportatrices, ou si c'est parce qu'elles sont devenues plus grandes qu'elles sont plus fortement exportatrices. Donc on a un problème d'analyse de l'origine et de la fin. Mais je crois qu'au total, ce qui est important pour nous en termes de politique industrielle, c'est de jouer sur tous les canaux. C'est-à-dire qu'on ait une politique industrielle qui soit cohérente, qui s'attaque aux conditions cadres et non pas au soutien ponctuel du secteur, qui soit des conditions cadres réglementaires et infrastructurelles, et y compris financières. Merci.